Bonjour Thierry, Bonjour. comment allez-vous? Très bien. Très heureux pour le service public Lead de vous accueillir parmi nous. Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. On va faire une rétrospective du 11 septembre jusqu'à aujourd'hui. Oui. Tout d'abord, je vous présente par rapport à nos auditeurs, peut-être que certains ne vous connaissent pas, même si la plupart vous connaissent, pour vos travaux, pour vos engagements. Vous êtes homme politique, vous avez eu plusieurs interventions dans différents pays, Oui. notamment en Syrie et au Moyen-Orient. Oui. Vous êtes président du Réseau Voltaire, Réseau Voltaire qui publie de nombreux articles, français ou même étrangers, et qui nous informe effectivement sur tout ce qui se passe un petit peu sur la scène internationale, et notamment dans le sens des événements, on va dire, géopolitiques, assez profonds, et dans les conflits comme le Moyen-Orient. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, notamment un qui a été particulier pour beaucoup d'entre nous, je tiens à le dire, votre ouvrage sur le 11 septembre, posture, donc avec l'événement, cet événement qui a marqué la planète entière et qui marque encore les générations. Et de ce livre-là, il y a eu du réveil, de la conscience. Oui. Beaucoup de gens se sont éveillés grâce à ce livre-là, y compris votre humble serviteur en face de vous, voilà, qui a été une sacrée belle surprise pour moi. Et on va parler donc de tout ça et des événements actuels, évidemment. Alors, Thierry Meyssan, quand vous avez pour la première fois écrit votre livre sur les événements du 11 septembre, quel a été enfin, qu'est-ce qui vous a lancé réellement dans cette aventure? Alors, avant ces événements, je travaillais sur un sujet particulier qui était la manière dont l'OTAN avait créé un service secret qui lui avait permis d'organiser des coups d'État ou d'assassiner des personnalités politiques de manière à falsifier en fait la vie politique chez ses alliés. Parce que l'OTAN n'est pas une structure pour lutter contre les autres, c'est une structure impériale qui vise à gouverner les États alliés. D'ailleurs, le premier secrétaire général de l'OTAN a expliqué que le but de l'Alliance n'était pas de lutter contre l'Union soviétique, mais, il a dit, de maintenir les États-Unis à l'intérieur de l'Europe, les Russes à l'extérieur et les Allemands en dessous sous tutelle. D'ailleurs, cette citation est toujours présente sur le site officiel de l'OTAN. Donc c'est très clair, c'est officiel. C'est très clair, c'est officiel. Ça n'est pas fait pour défendre, pas du tout. C'est fait pour que les États-Unis puissent imposer leur volonté à leurs alliés. Alors au début, c'était les États-Unis et le Royaume-Uni, puis après, aujourd'hui, c'est uniquement les États-Unis. Mais donc, j'avais étudié ça, et pour moi, c'était une stupéfaction. Je découvrais que le coup d'État des généraux en Grèce, le coup d'État contre Charles de Gaulle à Alger, tout ça, c'était organisé par l'OTAN. Bon. Et puis des assassinats politiques dans différents pays. Donc, lorsque j'ai vu les événements du 11 septembre, je les ai interprétés en fonction de ce que j'étudiais à ce moment-là. Et il n'y avait pas tellement d'autres interprétations, hein. Il n'y avait pas d'autres moyens de trouver d'éléments de référence. Hein. Donc voilà, j'ai d'abord écrit des articles, puis ce livre qui synthétisait des articles avec des choses nouvelles dedans. Et ce livre, pendant 15 jours, ça a duré 15 jours en France. On se l'arrachait partout, on a fait des réimpressions, les imprimeries tournaient en permanence. Et au bout de 15 jours, il y a eu une grande campagne pour dire que je racontais n'importe quoi et que j'étais un personnage d'extrême droite, antisémite, etc. La rhétorique classique. Non, mais jusque-là, moi je connais personne à qui c'était arrivé en France. C'est devenu un leitmotiv, mais franchement, moi j'étais désarçonné par ça. Alors, d'ailleurs, ça a commencé par une double page dans le journal Le Monde
où on expliquait que j'avais tort en donnant toutes sortes de calculs de chiffres invraisemblables. Enfin, personne n'a jamais compris ce que voulaient dire ces articles, mais voilà, j'avais tort. Ça on comprenait. Et sans argumentation réellement efficace en face, quoi. C'est-à-dire quand le monde... Il n'y avait pas d'argumentation efficace. Il y avait une argumentation, mais elle était vraiment brumeuse. On ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Bon. Et il y avait un éditorial qui expliquait que ce que je faisais, c'était le contraire du journalisme. Et la meilleure preuve, c'est que je disais que les États-Unis allaient attaquer à nouveau l'Irak, comme Bush père l'avait fait, Bush fils allait le faire. Et c'était vraiment un truc ridicule. Et ça a quand même eu lieu 2 ans plus tard. Bon, donc, voilà. Mais cette campagne, à l'époque, il y avait un CSA qui était chargé de surveiller les chaînes de radio et de télévision. Et le président du CSA a écrit à toutes les chaînes de télévision leur disant « Si vous invitez cet homme-là, vous faites un manquement à votre devoir journalistique, parce que ce qu'il raconte est manifestement faux. » Alors comment savait-il que c'est manifestement faux? Ça, je ne sais pas, j'ai jamais eu ces arguments. Donc j'ai été, je pense, la première personne en France à être interdit des médias audiovisuels par un courrier écrit du CSA. Mais ça, bon, quand j'ai vu que j'étais blacklisté en France, je me suis dit, je vais essayer ailleurs pour expliquer mon... Alors j'ai eu beaucoup de chance parce que il y avait beaucoup de menaces qui pesaient sur moi. Et on va dire que l'émission chez Thierry Ardisson était la seule et unique, on est d'accord? Non, il y en a eu une autre. En France, je dis bien. Non, il y en a eu sur TF1, il y en a eu sur France 5. Il y a eu plusieurs émissions, mais ça a duré 15 jours. Puis brutalement, tout le monde s'est mis à... Ouais, je me souviens, Libération, dans le mois suivant, a fait 21 articles contre moi. Enfin, c'est un truc... Il y avait que Roland Dumas et Bernard Tapie qui avaient eu droit à des matraquages comme ça, quoi. Et donc, Jacques Chirac m'a protégé et il l'a fait savoir qu'il me protégeait. Donc, quand j'étais invité dans un pays étranger, l'Élysée appelait le chef d'État du pays où j'allais pour lui dire « Vous êtes responsable de sa sécurité ». Donc, chaque fois que j'arrivais, il y avait des gardes du corps qui m'attendaient, tout ça. Et heureusement, parce qu'on a essayé plusieurs fois de m'assassiner. Mais j'ai été invité, notamment, par les Émirats arabes unis pour expliquer ce que j'avais trouvé. Parce que une des conséquences de ce que je racontais, c'est que ça n'était pas Ben Laden qui avait commis ces attentats. Ça ne pouvait pas l'être. D'ailleurs, il était probablement mort à ce moment-là. Mais pour les États arabes, ça avait évidemment une importance de faire ce constat. Donc il m'a invité, j'ai fait une conférence à Abu Dhabi, ça a été retransmis sur Al Jazeera, tout ça. Et il a fait traduire mon livre en arabe, il l'a fait imprimer à 5000 exemplaires, il l'a lui-même dédicacé à 5000 personnalités du monde arabe. C'est pas rien. Surtout que les Émirats arabes unis, quand même, il y a toujours cette influence quand même américaine, occidentale. Enfin... Oui, mais alors, il y a une influence des États-Unis, mais ils ne sont pas du tout pour les États-Unis. Ils les considèrent comme... relation d'intérêt. Ils ne peuvent pas faire autrement. C'est un pays, les Émirats arabes unis, ça faisait partie de l'Empire des Indes. On ne croit pas parce que c'était dans la péninsule arabique, mais c'était rattaché à l'Empire des Indes et ça n'a obtenu son indépendance que dans les années 60. Donc c'est un pays qui n'avait pas encore pu vraiment se construire, même si ce qu'ils ont réussi à faire était absolument fabuleux. Mais donc, voilà, il m'a introduit auprès des chefs d'État arabes. Et par ailleurs, j'avais déjà des relations avec Hugo Chavez au Venezuela. Et lui m'a introduit en Amérique latine.
Donc voilà, Alors, juste une question, Oui. parce qu'on parle d'Hugo Chavez, Oui. paix à son âme, enfin, un personnage quand même qui est très important dans Oui, oui. la dissidence. Quand il vous a ouvert les portes justement de l'Amérique du Sud, comment lui, Hugo Chavez, ou son gouvernement ont perçu les événements du 11 septembre? Quelle était sa Mais perception? il a totalement embrayé sur ce que j'expliquais. Bon. Et après lui, Cuba a fait la même chose et d'autres encore. Donc, ce qu'on ne sait pas ici, c'est que ici, on a l'impression que le 11 septembre, ça n'a pas été discuté, que la version des États-Unis a été acceptée par le monde entier. C'est pas vrai du tout. Beaucoup d'États ont contesté ce que les États-Unis racontaient, et le président iranien, Mahmoud Ahmadinejad, a fait un discours à la tribune des Nations Unies pour expliquer que c'était un scandale, cette affaire. La version officielle des États-Unis est bourrée de choses invraisemblables, impossibles. Voilà. Des incertitudes qui n'ont jamais été remises en Mais question, par exemple en France ou en Europe. Oui, mais ici, on ne veut pas poser les questions. Donc, tout va bien. Tout va bien. Les États-Unis sont les meilleurs. C'est comme quand vous avez un pédophile dans votre famille. Personne ne veut admettre la réalité. Le tabou. Voilà. Le déni, Bon. le tabou. Ben là, c'est pareil. Les États-Unis, c'est notre grand protecteur, croit-on. Hein. Et donc, ça n'est pas possible, vous avez tort, ils ont été attaqués, et ce sont des méchants arabes, etc. Voilà. Bon, alors, dans les gens qui m'ont attaqué, il y en a aussi qui étaient de bonne foi. Parce qu'ils réagissaient à cette chose-là, et qu'ils disaient « Oh, mais votre théorie, peut-être, mais en fait, la conséquence, c'est que vous dites que Ben Laden n'est pas responsable, et vous blanchissez Ben Laden. Mais c'est pas parce que j'ai pas dit qu'il était responsable que je suis un adepte de Ben Laden. Complètement ridicule. Néanmoins, nous sommes dans un pays où on voit du noir et du blanc. Donc si vous n'êtes pas d'un côté, vous êtes mis de l'autre. Il n'y a pas ce juste milieu effectivement, qui n'est pas de... Non, le monde est plein de diversité. Et donc là aussi, il fallait être capable d'envisager plusieurs opinions. Mais Et justement, par rapport à ces opinions Oui. et les travaux, puisque beaucoup de commissions se sont créées après, des commissions indépendantes notamment, des ingénieurs, des scientifiques, des techniciens qui ont essayé de comprendre scientifiquement est-ce que c'est possible ou pas, réunir tous les éléments. Au jour d'aujourd'hui, quelle est votre opinion, Thierry Messon, de tous les éléments qu'on a accumulés depuis une vingtaine d'années? Qu'en est-il réellement aujourd'hui des attentats du 11 septembre? Est-ce qu'on y voit plus clair? Est-ce qu'on a avancé un petit peu? Est-ce qu'il y a des positions qui ont changé? Les positions qui ont changé, ce sont que beaucoup de gens qui étaient sceptiques au début, quand ils ont pris connaissance des éléments, ont hurlé au scandale. Voilà, c'est ça. Mais il n'y a pas eu dans l'autre sens. Et l'accumulation de nouveaux témoignages, de nouvelles expertises, ça en a rajouté sur ce que je disais. Par exemple, moi, j'avais montré que les deux tours du World Trade Center n'ont pas pu s'écrouler comme on le racontait à cause de la force des avions, du fuel qui coule, etc. Bon, et puis il y a une troisième tour qui s'est effondrée après, mais apparemment, ça, personne ne le sait. Bon, mais voilà, il y a eu des témoignages sont arrivés. Il y a un photographe de la FEMA, l'agence qui supervise les catastrophes aux États-Unis, qui était obligé de s'expatrier, qui a témoigné devant le Parlement en Argentine avec des photos qu'il avait prises. Et on voit les fondations telles qu'elles sont. Et en fait, les roches dans les fondations ont fondu. Donc, ça ne peut pas être fait avec un carburant qui brûlerait.
Et ça ne peut pas être fait non plus avec un explosif classique. C'est un explosif très particulier, dégageant une chaleur considérable qui a été utilisé. Voilà, enfin bon, ce genre de choses. Mais tout ça ne fait que confirmer ce que j'avais émis comme hypothèse au début. Très bien. Alors, évidemment, le 11 septembre, les conséquences sur l'ensemble de la planète, les conséquences en Occident, les conséquences au Moyen-Orient, puisqu'il y a eu l'intervention quasiment unilatérale des États-Unis en Afghanistan, et après d'autres ont suivi. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui avec le recul de ce qui s'est passé en Afghanistan à l'époque où les talibans avaient repris le pouvoir, les talibans qui sont plus les mêmes aujourd'hui? Alors d'abord, l'attaque de l'Afghanistan est une attaque conjointe des États-Unis et du Royaume-Uni. Ces deux États se sont présentés à l'ONU. Il y a encore leurs écrits que vous pouvez consulter sur le site des Nations Unies, où tous les deux disent « nous agissons parce que l'Afghanistan abrite les auteurs du 11 septembre ». Voilà. Donc ces deux États avaient déjà positionné leurs forces avant les attentats. Je raconte ça dans le livre. Et voilà, ils ont rasé ce pays qui n'était pas très bâti, hein, mais ils ont vraiment anéanti ce pays. Et après ça, ils ont attaqué l'Irak, qui avait déjà été attaqué par Bush père, donc qui n'avait plus aucun moyen. C'était on disait la deuxième armée du monde, mais c'est se moquer des gens qui ont une cervelle. Hein, oui, on entendait à l'époque la 4e armée du monde, en tout cas pour la première guerre du Golfe. Pas la deuxième, mais la première. Ils n'avaient plus rien, ils vivaient dans des ruines déjà. Sous embargo, on rappelle. Sous embargo, ils avaient... Vous vous rappelez sûrement de la citation de Madeleine Albright. Oui, 500 000 enfants irakiens qui étaient morts à cause de ce que Madame Albright appelle des sanctions. En fait, ce ne sont pas des sanctions, c'est illégal ce qu'elle a fait. On a en droit international, on appelle ça des mesures coercitives unilatérales. Mais donc, c'était très facile. Et après, ils ont attaqué la Libye. Et après, ils ont attaqué la Syrie. Et aujourd'hui, ce ne sont pas eux-mêmes, mais leurs armes, leurs bombes servent à attaquer Gaza. Donc en fait, ça, c'est la même guerre. Donc on peut vous dire qu'il y a une bonne raison pour cette guerre, une bonne raison pour celle-là. Il y a plein de livres qui ont été écrits là-dessus par des gens extrêmement qualifiés qui vous expliquent que dans tel pays, il y a toujours une dictature et dans tel autre, on ne sait pas, alors on invente. Bon. Donc, pourquoi cette guerre sans fin? Alors, George Bush a dit lui-même que ça serait une guerre sans fin. Il commençait en Afghanistan, mais qu'il n'y aurait pas de fin. Donc, quand j'ai écrit le livre, j'ai évoqué ça, mais il me manquait un élément très important que je n'ai découvert que plus tard. En fait, c'est que les États-Unis avaient adopté une nouvelle doctrine militaire qui était due à l'amiral Sebrowski, qui était le stratège du Pentagone sous Bush fils. Et il s'agit de détruire une région du monde. Ça va être tout le Moyen-Orient qui sera détruit, pays après pays. Donc ça n'a aucun rapport avec les explications qu'on donne. Mais ces gens-là l'ont écrit. Alors, avec le recul, c'est quand même évident. Conservateur, j'imagine. Non. C'est une doctrine qui dit que pour conserver la gouvernance mondiale, les États-Unis doivent contrôler l'accès de tous les autres États aux matières premières. Et donc, il va falloir détruire tous ceux qui s'opposent à cette exploitation, c'est-à-dire tous les gouvernements de ces régions.
pas simplement des guérillas, mais tous les gouvernements. Que ce soit des alliés ou des ennemis, on s'en moque. Y compris ses propres alliés, de circonstance en tout cas. Y compris ses propres alliés. La Libye était devenue l'allié des États-Unis au moment où ils l'ont attaqué. Vous parlez au moment où Kadhafi était encore au pouvoir. Oui. Il avait reçu les félicitations de George Bush pour le désarmement nucléaire qu'il avait fait. D'accord. Bon, donc, tout sera rasé. Et lorsque les États développés auront besoin de matières premières, ils pourront venir les chercher, mais ils devront payer une taxe aux États-Unis. Donc ce projet, il est écrit noir sur blanc. Vous avez même un gros livre de l'adjoint de l'amiral Seborowski, M. Barnett, qui a décrit la nouvelle carte du Pentagone. Ça n'a pas été traduit, c'est uniquement disponible en langue anglaise, mais c'est terrifiant à lire. Parce qu'ils l'ont fait. En fait, ils ont commencé au Moyen-Orient, ils voulaient continuer après en Amérique latine, ils n'ont pas pu le faire. Mais on voit bien que ce projet continue. Et ceci alors même que en Syrie, ils ont rencontré un échec. La première fois où ça n'a pas marché. Ils n'ont pas réussi à renverser la République arabe syrienne. Alors, ils ont détruit le pays. Ça, vous avez des villes entièrement réduites en cendres. Les images parlent d'elles-mêmes, effectivement, sur l'ensemble du territoire. Et dans ce pays, aujourd'hui, s'appliquent toujours des sanctions unilatérales. Et donc, ces mesures coercitives font qu'on ne peut rien ni importer ni exporter. C'est-à-dire, c'est réduit en un champ de ruines et vous ne pouvez même pas apporter de l'aide aux gens. On vous dit que si, mais ça n'est pas vrai. Demandez à des ONG, elles n'arrivent pas à faire venir des médicaments en Syrie. C'est impossible. Y compris les partenaires syriens, la Russie, la Chine, l'Iran. Ah non, alors, la Russie et la Chine amènent des choses. Mais parce qu'ils échappent aux États-Unis. Et donc là, il se passe actuellement un phénomène tout à fait nouveau. C'est que tout le monde a vu que les États-Unis avaient perdu en Syrie. Mais la Syrie s'en relève pas de cette attaque. Elle a gagné, mais elle est exsangue. Et il y a eu, juste après, l'affaire en Ukraine. Donc ici, on vous raconte les méchants Russes ont attaqué les gentils Ukrainiens, etc. Mais si vous connaissez l'Ukraine, c'est pas du tout ça qui s'est passé. En Ukraine, vous aviez, ils n'étaient pas forcément très nombreux, mais c'était au moins 10 à 20% des gens qui étaient les héritiers de ce que eux-mêmes définissent comme des nationalistes intégraux. Bon. Alors ici, on dit nationalistes, c'est très bien, mais non, nationalistes intégraux. Hein. C'était des anciens alliés de l'Allemagne qui pendant l'entre-deux-guerres, qui sont restés alliés de l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui n'ont qu'une seule obsession, c'est détruire la Russie. Alors, au début, ils étaient anticommunistes, après, ils sont anti-russes, mais dans leurs écrits, ils disent qu'il ne faut plus qu'il y ait un Russe qui vive. Ils doivent tous les tuer. Voilà. Donc, ces gens-là, en Ukraine, ont commencé à martyriser la minorité russe. Il y avait, notamment au Donbass, le Donbass était... Bien avant les événements Maïdan, ça a commencé à partir de Maïdan. C'est devenu une guerre à partir de Maïdan, mais ça a commencé avant. Vous savez, la constitution de l'Ukraine a été rédigée en... je ne sais plus, 2008, quoi, je ne sais plus. Au début des années 2000,
Et c'est la seule constitution au monde qui est explicitement raciste. On dit que le rôle du gouvernement, c'est de préserver la race ukrainienne. C'est ce qu'on appelle l'ethnopolitique. Je pense que vous l'avez inscrit dans un de vos articles, d'ailleurs. Oui. Donc, préserver la race ukrainienne. C'est quoi la race ukrainienne? Personne ne sait. Hein. Alors, comme ce sont des gens qui font un peu attention d'un point de vue de la communication, ils ont mis ça dans un article où on parle de Tchernobyl. Donc, quand les Occidentaux lisent cet article, ils pensent préserver le patrimoine génétique des gens qui vivent en Ukraine. Mais c'est pas du tout ça que ça veut dire. Et d'ailleurs, pourquoi il y a le mot ukrainien à ce moment-là? Et pourquoi le mot race? Et ce texte a été écrit par la présidente, la coprésidente de la Ligue anticommuniste mondiale, qui n'avait pas le droit d'être en Ukraine. Le président ukrainien est allé la voir à Munich, où elle habitait, où elle travaillait à la Radio Free Europe, la radio des États-Unis, de la CIA, où il y a aussi les frères musulmans qui sont là. Et les Ouïghours aussi. C'est vrai qu'on y trouve tout un tas de minorités manipulées par le... Voilà, et donc le chef de l'État est allé la voir, elle a écrit ça, et c'est entré dans la Constitution. Et après ça, elle a été élue au Parlement ukrainien. Elle était la veuve du Premier ministre nazi pendant la guerre mondiale. Et c'est elle qui a prononcé 2 fois de suite le discours d'ouverture de la session de la Rada du Parlement. Donc les problèmes en Ukraine, ils ne sont pas nouveaux. Hein. Mais donc à partir du coup d'État de Maïdan, il y a eu une opération militaire faite par les milices de ces nationalistes intégraux contre la population russe. Et le gouvernement d'Ukraine a arrêté de payer les fonctionnaires, les retraites, tout ce qu'il devait payer pour le Donbass, il a arrêté. Alors peut-être pour préciser pour nos auditeurs, le Donbass à ce moment-là était, on va dire, aidé par les séparatistes qui refusaient le coup d'État. Ils n'étaient pas séparatistes du tout. Ils n'étaient pas. Ils refusent les gens qui habitaient là refusaient d'être gouvernés par des gens mêlés à des nationalistes intégraux. Parce que dans le gouvernement qui est issu de Maïdan, que tout le monde a trouvé très bien ici, il y avait plusieurs personnes qui sont des nazis de manière tout à fait officielle. Sloboda, enfin oui, ça. Oui. Mais vous aviez par exemple le conseiller de sécurité qui était quelqu'un qui a fait le panacée d'Adolf Hitler, ce sont des gens qui ne se masquaient pas. Mais ici, en 2014, il y a eu des télévisions qui ont fait des reportages en disant il y a des gens bizarres là-bas. Hein. Mais ça a duré pendant quelques mois et après, tout ça a été retiré et on a dit ils sont très bien. Mais non, ils sont toujours comme ça. Même Amnesty International oui. avait souligné la dangerosité des bien sûr. Tout à fait. Et le président issu de Maïdan, Poroshenko, a déclaré qu'il n'appliquerait pas les accords de paix qui avaient été négociés par la France, l'Allemagne et la Russie, hein, et les accords de Minsk. Bon, donc... Alors, juste un mot peut-être sur les accords de Minsk. Oui. Est-ce que, d'après vous, Thierry Messon, la France a trahi l'esprit des accords de Minsk dans sa participation? Mais le président Hollande s'en est vanté. Il a dit, alors c'était il y a quelques mois, il a dit à un journal ukrainien qu'il avait agi comme Angela Merkel, il avait cherché à gagner du temps et il n'avait jamais voulu la paix au Donbass.
C'est important que les Français le sachent. Ça, parce Et que... vous savez qu'après sa déclaration, la Douma russe a demandé l'inculpation de François Hollande par un tribunal pénal international parce que, d'après le tribunal de Nuremberg, le plus grand crime, ça n'est pas les crimes contre l'humanité, ce sont les crimes contre la paix. Et dire qu'on a signé, on s'est porté garant devant le Conseil de sécurité même d'un accord de paix et qu'on a tout fait pour qu'il ne soit pas appliqué, que l'on souhaitait la guerre, ça, c'est le crime par excellence. Donc, moi, je ne comprends pas que M. Hollande ose encore se promener en France. L'autre jour, il est allé à une manifestation, je ne comprends pas qu'on soit à côté de ce personnage. Alors, peut-être un petit retour historique sur le... Alors, je termine ce que je disais sur l'Ukraine. Donc, il y a eu plusieurs années de guerre, à la suite de quoi la Russie a décidé de défendre la population russophone, dont il y avait déjà eu entre 15 et 20 000 morts dans cette guerre. Hein. Mais personne ne les a comptés ici. Hein. Alors les chiffres seraient apparemment aux alentours de 18 000, selon les ONG sur place. Oui, mais il y a plusieurs chiffres, il y a plusieurs manières de compter. Bon, mais ça nous donne un ordre de grandeur. Hein. Ce qui est déjà un crime de guerre. Ce qui est déjà un crime de guerre, oui, évidemment. Mais donc la Russie est intervenue pour protéger sa population, cette population. Et qui, je le rappelle, jusqu'à ce moment-là, n'avait jamais été séparatiste. Jamais. C'est pas la même chose. Être séparatiste et demander de changer de gouvernement, quand même. Hein. C'est la terminologie, en tout cas occidentale, comment ça nous est présenté. Oui, mais ça nous est présenté comme ça aujourd'hui, mais ça ne l'était pas avant. Alors, tout le monde a pu voir que la Russie a libéré le Donbass des gens qui l'attaquaient. Bon. Puis, comme le gouvernement ukrainien continuait à attaquer le Donbass, la Russie a poursuivi son opération militaire en voulant libérer cette fois la Novorossia. Parce que l'Ukraine, c'est un pays qui n'existe que depuis la chute de l'Union soviétique. Avant l'Union soviétique, ça n'existait pas l'Ukraine. Alors on nous dit si ça existait, il y a eu en 1917 un gouvernement, mais oui, mais c'était pas les mêmes frontières qu'aujourd'hui. Bon. Et le gouvernement qu'il y a eu en 1917 était un gouvernement nazi quand même. Alors, il y avait le parti nazi n'existait pas à ce moment-là, mais les nationalistes intégraux étaient membres de ce gouvernement. C'était Simon Petlura qui était le chef de l'État, et il avait comme conseiller le fondateur de ce courant politique. Voilà. Donc, le passé de l'Ukraine, c'est un passé que l'on fabrique. Parce que l'Ukraine, elle était divisée entre plusieurs États. Bon, on a les Soviétiques ont réorganisé ça au détriment de la Hongrie, même de la Roumanie. Bon. Et quand l'Ukraine a été réorganisée, ça a pris tout le sud du pays. L'ancienne zone qui, pendant la révolution russe, était devenue anarchiste avec Makhno. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais il y a eu un très grand pays anarchiste à ce moment-là. Et donc, ils ont dit, on va libérer cette partie-là parce que cette partie, c'était celle qui était originellement russe à l'époque de Catherine II, la tsarine. D'ailleurs, à cette époque-là, c'est un Français qui représentait la tsarine et qui gouvernait la Novorossia. C'était le duc de Richelieu, le descendant
de la famille du célèbre Premier ministre. Ce qu'on tendance à oublier, beaucoup d'Occidentaux, que la Oui. France et la Russie ont toujours eu des liens fraternels. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et donc voilà, la Russie a regagné pas toute la Novorossia, pour le moment, ils n'ont pas libéré Odessa. Mais si les Ukrainiens continuent, la Russie va prendre Odessa. Donc, maintenant, tout le monde voit que les États-Unis ont perdu en Syrie, contre des va-nu-pieds en Syrie. Et ils ont perdu en Ukraine. Alors, on ne le dit pas, mais dans quelques mois, on va renverser Zelensky, on mettra quelqu'un d'autre à la place, parce qu'il faudra expliquer. Hein, on a déjà dépensé 196 milliards de dollars pour aider l'Ukraine. 196 milliards de dollars. Alors quand vous dites 196 milliards de dollars, oui. on prend en compte l'ensemble des pays belligérants aux côtés des États-Unis, aux côtés de l'Ukraine. Oui. Ce qu'on appelle les alliés. Oui. C'est vous et moi qui avons payé. Oui, tout à fait. Et pourquoi l'électricité est si chère ici? Donc, nous continuons à payer, et pour combien de temps encore, je ne sais pas. Mais le reste du monde regarde ça avec stupéfaction. Les États-Unis font peur dans le sens qu'on voit qu'ils sont capables de détruire, mais ils ne font plus rêver le reste du monde. En France, on continue à rêver, à se mettre des t-shirts Los Angeles et New York. Mais l'américanisation de la France ne s'est jamais aussi bien portée. Voilà, et dans le mode de vie des Français. Surtout, tous nos dirigeants politiques sont totalement américanisés. Ils sont plus du tout français. Les young leaders de la French American Foundation. Voilà, ils vont passer leurs vacances aux États-Unis, tout le monde, d'accord. Mais dans le reste du monde, on commence à raisonner différemment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens regardent Gaza avec stupéfaction. Parce que nous assistons en direct à un génocide. Et actuellement, il doit y avoir 13 000 personnes qui ont été tuées là-bas. Ce sont des chiffres. Alors nous, les derniers chiffres qu'on avait, c'était au 11 novembre. Depuis, c'est beaucoup plus. On était à 4 600 enfants officiellement reconnus par l'UNICEF et par le Hamas. Non. Et environ, comme vous dites, 11 000 Non, il y a déjà 13 000 civils qui sont morts d'après l'OMS. Ce qui est encore plus grave. Oui. Donc, c'est l'OMS qui le dit. Cette guerre, de quoi s'agit-il en fait? Bon, le gouvernement de Netanyahou, qui est un gouvernement de sionistes révisionnistes. Qu'est-ce que c'est que les sionistes révisionnistes? Ce sont les héritiers de Jabotinsky. Alors, Jabotinsky, c'est un Ukrainien qui avait fait alliance avec les nationalistes intégraux en Ukraine. D'où le lien, effectivement, toujours un peu charnel entre Israël et l'Ukraine. Non, entre ces Israéliens bien sûr, et l'Ukraine. Parce que d'autres Israéliens, au contraire, notamment l'ancien Premier ministre Naftali Bennett et le général Benny Gantz, qui est actuellement membre du Conseil de guerre, ont dit qu'ils ne donneraient jamais une arme aux assassins de Juifs en Ukraine, en parlant de Zelensky. Donc, il y a les deux groupes. Divergence, effectivement. C'est plus qu'une divergence. Ce sont des ennemis acharnés les uns contre les autres, ces gens-là. Donc, les sionistes révisionnistes, ils avaient fait alliance, je l'ai dit, avec les nationalistes intégraux, et Jabotinsky a fait l'objet, quand ça s'est su, parce qu'il y a eu des pogroms après qui ont été faits par les nationalistes intégraux.
Donc comment pouvait-il être allié des gens qui continuaient à faire des pogroms? Donc Parce qu'on trouve des étrangetés, excusez-moi, Oui. Thierry Messant, si tu peux me permettre, on trouve des étrangetés en Ukraine par rapport à Israël. Et la question du sionisme révisionniste, notamment Igor Kolomoïski, Oui, qui est un oligarque ukrainien oui, bien oui, connu, oui, oui. qui n'hésitait pas à armer justement ces mêmes nationalistes. Voilà, mais parce qu'il est dans cette tendance. Vous avez Sharansky aussi qui est dans cette tendance. Bon. Donc, je ne sais plus pourquoi je dis ça, là vous m'avez coupé. On était sur justement le lien entre Benny Gantz Oui. et Naftali Non. Bennett sur le conseil. Jabotinsky a été exclu du Congrès sioniste mondial. Alors il dit qu'il a démissionné avant d'être exclu, peut-être, mais parce que ça faisait c'était une telle honte ce qu'il faisait. Et bon, il a été assez astucieux parce que là il a viré de bord et il s'est rallié aux Britanniques pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est le même personnage qui est le fondateur du Bétard. C'est bien ça. Oui, oui, oui. Et il est allé se réfugier à New York, où il a eu comme secrétaire particulier Benson Netanyahou, le père de Benjamin Netanyahou. Donc, ces gens-là ont un rêve. Ils veulent créer un État pour l'Empire britannique. L'Empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Et donc, c'est compliqué d'expliquer ça, mais Jabotinsky, quand il était à New York, a reçu un professeur de philosophie allemand, juif, qui avait été obligé de s'expatrier à cause du nazisme dans son pays. Mais cet homme était un fasciste. Et comme il était juif, il était obligé de s'enfuir. Mais il était fasciste dans tout ce qu'il a écrit. Il était clairement dans cette idéologie. Et cet homme donnait des cours à l'université de Chicago, Léo Strauss. Et il a formé toute une génération de disciples fascistes juifs. Voilà. Donc ces gens-là ont eu des enfants et des petits-enfants, et vous en arrivez comme ça à Anthony Blinken et Victoria Nuland. Est-ce qu'on est là dans ce que vous nous dites par rapport à Léo Strauss? Oui. On est quelque part dans la matrice des néoconservateurs. En tout cas, ce qui a donné les néoconservateurs. Oui, mais le mot néoconservateur aux États-Unis est employé pour désigner les journalistes qui propagent la pensée de Léo Strauss. Mais il faut bien comprendre que Léo Strauss, il a formé des gens qui étaient aux manettes. On connaît Paul Wolfowitz, qui a été le numéro 2 du département d'État pendant les guerres d'Afghanistan, d'Irak. Mais c'est un tout petit groupe. Les adeptes aujourd'hui de Léo Strauss et les néoconservateurs, c'est peut-être 200 personnes. Ça n'est pas plus. Mais qui ont un pouvoir quand même assez influent. Alors ces gens ont un pouvoir extraordinaire. Ils arrivent à imposer leur volonté. Hein. Voilà. Et effectivement, par rapport à cela, puisqu'on en vient à Gaza, donc ce que vous nous dites, c'est que le sionisme révisionnisme de l'ère Jabotinsky, réincarné dans la politique du gouvernement Netanyahou, ça nous donne la prophétie d'Isaïe, ça nous donne ces citations. Moi, je ne crois pas un instant que
Benjamin Netanyahou puise sa pensée dans la Bible. Alors là, même s'il l'utilise à tour de bras, ça c'est autre chose. Mais comme tous les gens malhonnêtes, hein, il y a un discours pour le public et il y a ce qu'il fait quand on ne le voit pas. Donc lui, c'est un adepte de Jabotinsky qui disait « La Palestine est une terre sans peuple pour un peuple sans terre », c'est-à-dire que les Palestiniens n'existent pas. Donc s'ils n'existent pas, ils doivent partir. Et s'ils ne partent pas, on doit les tuer. Donc, au début de cette opération, alors le début de cette opération, on dit que c'est le Hamas qui a attaqué. Alors c'est pas exact puisque c'est plusieurs groupes qui ont attaqué. Bon. Mais d'un autre côté, si ça permet d'expliquer plus rapidement les choses, le Hamas, c'est une création de l'État d'Israël. C'est la branche palestinienne des frères musulmans qui eux-mêmes sont contrôlés par les Britanniques. Donc le Hamas n'a attaqué Israël qu'avec l'appui du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Oui, il y a cette citation de Benjamin Netanyahou en 2019 dans le journal Haaretz, où il dit qu'effectivement, si on veut affaiblir l'État palestinien, il faut soutenir le Hamas financièrement et voire plus. Oui, mais vous savez que dans les mois qui ont précédé cette attaque, il y a eu énormément d'articles, de rapports des renseignements, des services de renseignement de plusieurs pays sur le fait qu'il allait y avoir une attaque. Hein. Ne pas le savoir, être surpris par ça, c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles. Vous confirmez, M. Messon, que l'Égypte, effectivement, avait prévenu les agences de renseignement égyptiennes? Mais il y a des journaux qui l'ont publié. C'est Kamel Abbas, le ministre du renseignement égyptien, qui a appelé personnellement Benjamin Netanyahou en lui disant que c'était grave. Parce que lui, il était inquiet du fait que le Hamas allait faire une opération coup de poing. Il n'avait pas prévu que ça serait aussi important, mais faire une opération coup de poing et qu'il se développerait à Gaza. Et l'Égypte est l'ennemi des frères musulmans, parce qu'il est l'ennemi des Britanniques et de la puissance tutélaire occidentale. Hein. Donc, et la CIA elle-même a prévenu, elle a envoyé 2 rapports sur ce sujet à Netanyahou. Le New York Times l'a raconté, et le MEMRI, c'est un organisme privé de renseignement, et je trouve que le directeur, le général Carmon, est un ami personnel de Netanyahou. Il est allé lui raconter ce qui se préparait, etc. Il a raconté ça dans le Corriere della Sera. Tout ça, c'est vérifiable. Bon. Et pendant les 6 mois précédents, dans la presse libanaise, on a évoqué ça un grand nombre de fois. Bref. Cette attaque permet au gouvernement de Benjamin Netanyahou de commencer à expulser la population de Gaza. Et regardez bien comment il agit. Ils ont réduit en poussière la totalité de la ville de Gaza. Il n'y a plus un immeuble qui tienne debout à Gaza. On n'a pas vu une destruction comme ça, jamais dans l'histoire, jamais. Parce que l'armée israélienne a tiré en une semaine autant de bombes que l'armée russe en Ukraine en un an. Eux, en une semaine. Donc, ils ont rasé tout. Il n'y a plus rien. C'est inhabitable pour très longtemps. Inhabitable. Et ils ont dit à la population de fuir vers le sud, ou fuir vers le sud, où ça, il y a nulle part vers le sud, de fuir vers des champs. Bon. Et maintenant, ils commencent leur opération au sud. Et ce qu'ils veulent, c'est obliger l'Égypte à ouvrir ses frontières. Alors, ils avaient d'abord pensé envoyer 2 millions de Gazaouis dans le Sinaï. Bon, évidemment, c'est pas possible. Hein, on peut pas imposer comme ça
un transfert de population. Alors maintenant, ils ont une idée un peu plus raffinée. Ils vont en mettre 1 million en Égypte et 1 million qui vont disperser dans d'autres États, dont d'ailleurs la France et l'Allemagne. Bon. Et nous allons être assez bêtes pour dire ces gens ont besoin qu'on les aide, donc on va les obliger à quitter leur territoire. Leur terre ancestrale. C'est quand même... c'est curieux parce qu'on va se donner bonne conscience alors qu'on va participer à un crime. Ils nous rendront complices en fait du vol de leur terre. Voilà. C'est surtout ça qui est triste et malheureux. Bon. Alors là, pour 4 jours, il va y avoir un cessez-le-feu. Alors pourquoi 4 jours? Parce que Netanyahou proposait 3 jours. Le Hamas disait qu'il avait besoin de 5 jours pour faire un échange de prisonniers. Bon. Alors les États-Unis ont dit, vous devez vous mettre d'accord, ce sera 4 au milieu. Et le Hamas disait, oui mais si c'est une trêve, il n'y a pas de drone, parce que nous on ne peut pas libérer les otages, on ne peut pas les faire sortir, vous allez voir où nous sommes s'il y a des drones. Et les Israéliens disaient, si, on mettra des drones. Alors les États-Unis ont tranché, il y aura des drones 6 heures par jour, et le reste du temps, il n'y aura pas de drones pour permettre aux Palestiniens de libérer leurs otages. Mais il ne s'agit que d'une trêve, pas d'un cessez-le-feu pérenne. La guerre va continuer. C'est un trompe-l'œil en fait. Cette trêve est annoncée. Parce que ce que nous disent les médias occidentaux, c'est que les États-Unis ont fait pression sur le Qatar, Oui. et le Qatar lui-même sert de médiateur pour mettre en place, en tout cas, les conditions de cette trêve. Mais c'est un trompe-l'œil, parce que si vous dites qu'effectivement la guerre va continuer et que cette trêve, c'est simplement pour gagner quelques otages, j'imagine, vis-à-vis de l'opinion publique de Netanyahou qui doit calmer, parce qu'il faut rendre des otages, là, on est encore une fois dans un spectacle. Alors, on est dans un spectacle, on nous met en avant le rôle du Qatar et on minimise celui de l'Égypte qui a pourtant été très important dans les négociations. Je ne sais pas pourquoi on minimise l'Égypte, mais ça doit cacher quelque chose. Tout le monde propose de l'argent aux Égyptiens pour qu'ils acceptent de participer au crime. On leur a promis déjà 135 milliards de dollars en annulant leur dette extérieure. Mais Madame Ursula von der Leyen est allée chez eux pour leur proposer de les aider aussi à gérer l'arrivée éventuelle de migrants palestiniens. Sur les sols du Sinaï. Voilà. Donc l'Union européenne pourrait rajouter quelques milliards et le FMI pourrait aussi rajouter quelques milliards en aidant à la crise de convertibilité de la monnaie égyptienne en dollars. Voilà. Et tout le monde envoie des émissaires en Égypte pour dire allez, soyez gentils, nous on va en prendre un petit peu, mais ouvrez votre frontière. Mais le peuple palestinien n'a jamais voulu quitter son pays. Vous savez, ce sont des gens qui vivent là depuis 75 ans et qui se font traiter comme des animaux humains. C'est ce que dit certains membres du gouvernement israélien. On les traite très mal, ils acceptent ça depuis 75 ans parce qu'ils ne veulent pas partir. Mais bon, si on leur jette des bombes, ils devront bien partir. Voilà. Alors, j'ai pas mal de questions concernant ce conflit, puisque la première question qu'on s'est tous posée ici en France, je pense que même dans le monde, les événements du 7 octobre sont-ils quelque part un casus belli pour le gouvernement israélien? Puisque on sait maintenant, comme vous l'avez affirmé, que le gouvernement Netanyahou était au courant que quelque chose se tramait. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui les arrangeait? Est-ce que c'était quelque part prévu, entre guillemets? Est-ce que dans la doctrine israélienne, il y a toujours eu la volonté finalement de nettoyer Gaza et la Cisjordanie
pour cette question du grand Israël. Cette fameuse question du grand Israël qui revient à chaque fois, en ce moment depuis un mois maintenant. Bon, alors, d'abord, le fantasme du grand Israël, c'est quelque chose que défendait Jabotinsky, mais qu'après, bon, progressivement, on a laissé tomber. Hein, parce que ça consiste à dire que l'État d'Israël devrait occuper tout l'ancien empire assyrien, du Nil à l'Euphrate. Donc sur le drapeau israélien, c'est la reproduction du châle de prière juif. Vous avez 2 bandes bleues, c'est le Nil et l'Euphrate. Donc ça veut dire que la Syrie, le Liban, l'Irak, enfin une grande partie de l'Irak, tout ça, ça devrait être l'État d'Israël. Bon, évidemment, c'est pas sérieux. C'est tout en moins sérieux que l'État d'Israël historique, c'était le royaume de Jérusalem. C'est Jérusalem et sa banlieue. Donc actuellement, la partie gouvernée par Netanyahou excède énormément ce qu'a été le royaume de Jérusalem. C'est 10 fois plus grand que le royaume de Jérusalem. Bon. Je ne sais plus quelle était votre question. Les événements du 7 octobre sont-ils quelque part un casus belli? Donc, lui savait très bien que ça avait lieu. Aujourd'hui, l'opinion publique israélienne est persuadée qu'il le savait à l'avance. Alors, pour le moment, elle n'est pas persuadée qu'il a aidé l'attaque. Mais quand même, à un moment, on va dire pourquoi les forces de défense avaient été retirées de la frontière de Gaza la veille au soir. Enfin bon, tout ça, c'est quand même cousu de fil blanc. Bon. Ok. Prenons-le tel que les Israéliens le pensent aujourd'hui. Il est complice. Donc s'il est complice, cette attaque n'autorise pas au droit de se défendre. Il n'y a pas de droit de se défendre si c'est vous-même qui vous attaquez. De toute manière, le droit de se défendre n'a jamais été le droit de tuer des civils. Ça n'a aucun rapport. Il faut être en phase avec le droit international, chose qu'ils ne sont pas. Alors, Israël n'est pas en phase avec le droit international. Dès le premier jour, c'est incroyable cette histoire, dès le premier jour de son adhésion à l'Organisation des Nations Unies. Vous savez que la création d'Israël, c'est une affaire très, très difficile. Quand les Britanniques ont mis fin au mandat qu'ils avaient en Palestine, les Nations Unies ont décidé de faire 2 États, un État juif et un État palestinien. Mais ils ne savaient pas trop où devait être la frontière. Il y avait vraiment des manières de voir très différentes. Alors, Ben Gourion a proclamé lui-même l'indépendance de l'État d'Israël. Et il a dit c'est là. Voilà, il s'est taillé, c'est lui qui a défini ses frontières. Sans contestation à ce moment-là de l'ONU ou des instances internationales. Bon, on était dans une période provisoire, et donc il a dit mon gouvernement provisoire s'étend là. Voilà, ok. Bon, les Nations Unies ont continué à travailler. Il a présenté l'adhésion de son pays aux Nations Unies. Voilà, les Nations Unies avaient du calme, là. Vu ce que vous venez de faire, il nous faut des garanties. Son ministre des Affaires étrangères, du gouvernement provisoire, a envoyé une lettre aux Nations Unies en disant « Nous sommes un État pacifiste. Dès que nous serons membres des Nations Unies, nous appliquerons la totalité de ces résolutions. » Et donc les Nations Unies ont dit, puisque vous prenez cet engagement, et c'est bien spécifié, que vous êtes un État pacifiste et que vous respecterez toutes les résolutions des Nations Unies, vous êtes acceptés. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en droit, on pourrait, n'importe quand, c'est juste un vote. Il y a largement, depuis le premier jour, il y a largement la possibilité de suspendre
Israël des Nations Unies. Pas de les mettre à la porte, de les suspendre des Nations Unies. Et aujourd'hui, il y a plus de la moitié des États à l'ONU qui le demandent. Plus de la moitié. Bon, pour faire ça, il faudrait une majorité qualifiée. Donc, mais cette majorité qualifiée, elle va arriver dans les prochaines semaines, hein, ne vous y trompez pas. Ce qui se passe en ce moment, c'est très très important. Il y a un basculement dans l'opinion publique mondiale, en tout cas, et même au niveau des États. Alors, il y a un basculement dans l'opinion publique mondiale parce que pour la première fois, vous voyez massacrer des gens en direct. Depuis un mois, tous les jours. C'est effrayant, cette chose-là. Et tout le monde dit, on va faire un cessez-le-feu ou peut-être une pause. Ou c'est des discussions à ne plus savoir qu'en faire pour ne pas répondre à la question. Arrêtez! Donc, ce que nous voyons correspond à la création d'un nouveau pouvoir dans le monde. Les gens se rendent compte que les États-Unis, ça ne vaut plus rien, que si l'armée des États-Unis ne fait plus peur, pourquoi achèterions-nous nos importations en dollars? Et si nous arrêtons de faire du commerce international en dollars, avec quoi les États-Unis paieront leurs bombes? Parce que pour le moment, c'est comme ça que ça marche. Hein. Tout le monde paye pour l'armée des États-Unis, nous y compris. Mais voilà, petit à petit, bon, c'était les Chinois les premiers. Mais maintenant, petit à petit, les uns et les autres commencent à mettre dans leur monnaie locale et à ne plus faire de commerce international en dollars. Et devant l'horreur auquel nous assistons à Gaza, il y a eu, la semaine dernière, une réunion dont personne n'a parlé en France, sinon pour en rire, de 57 chefs d'État et de gouvernement contre le génocide à Gaza. 57 chefs d'État et de gouvernement, les pays arabes et les pays musulmans qui se sont réunis. Parce que les Arabes et les musulmans, ce n'est pas les mêmes. Hein. C'est diversifié, le monde arabe-musulman, effectivement. Oui, la plupart des musulmans ne sont pas arabes. Donc, tous ces gens ensemble, ça fait 57 chefs d'État qui se sont réunis à Riyad. Et vous avez eu hier une réunion virtuelle, cette fois-ci, une réunion virtuelle des BRICS. Alors les BRICS, c'est... Hier, ouais, donc là c'est tout récent. Oui, il y a 11 États maintenant dans les BRICS, il y en avait 5, maintenant il y a 11 États qui se sont réunis en vidéoconférence et qui ont pris également position contre ce massacre. Ces gens-là, ils représentent plus de la moitié de l'humanité. Donc, le monde est en train de se renverser. Ce crime, c'est le crime de trop. Donc, évidemment, bon, les États-Unis ne peuvent plus reculer. S'ils perdent là à Gaza, c'est fini pour eux. C'est ce qui explique pour vous, Thierry Messant, la présence des 2 porte-avions? Il y en a 3 maintenant. Un 3e groupe aéronaval. Il y a 3 porte-avions. En plus, il y a un sous-marin lanceur de Tomahawk, 154 Tomahawk. Et il y a des avions de chasse qui ont été postés au Liban, dont des Français. Parce que l'armée française dit qu'elle n'est pas impliquée à Gaza, c'est faux, puisqu'elle a envoyé un navire hôpital et elle a demandé quand même qu'on ouvre la frontière de l'Égypte pour récupérer des blessés. Mais vous comprenez bien cette logique. On interdit à l'OMS de rentrer dans Gaza et on dit mais on veut bien soigner les blessés à l'extérieur. Et là, la France envoie un navire hôpital. Nous, c'est juste pour soigner. Non, c'est pour être complice du crime. Et on envoie... Ce que vous êtes en train de dire, Thierry Messant, c'est que l'armée française est impliquée directement ou indirectement
dans on va dire, la mise en place d'un dispositif militaire plus vaste Oui, oui. dans le cadre de l'OTAN. Qui est-ce qui organise ça? Vous savez, il y a eu une réunion de l'OTAN à la fin du mois dernier, où tous les ministres de la Défense de l'OTAN étaient réunis à Bruxelles, et stop, grande vidéoconférence, Yoav Gallant, le ministre de la Défense israélien, est venu leur expliquer ce qu'il allait faire à Gaza. Vous les avez entendus protester? En tout cas, cette information est parue nulle part ici en France. Elle est disponible sur le site de l'OTAN. Regardez, il y a eu cette conférence. On invite nos auditeurs, effectivement, à aller voir par eux-mêmes, parce que c'est important. Ce que vous dites là, c'est une phase... Enfin, là, on est rentré quand même dans un... Alors, est-ce que notre ministre de la Défense a protesté? Non, on a dit ils ont le droit de se défendre. Se défendre, mais ça n'a aucun rapport avec se défendre, ce qu'ils font. Voilà. Donc, on en est là. Donc, nous allons voir, dans les prochains mois, le système évoluer, se renverser. Et à mon avis, dans les prochaines années, nous allons voir l'ensemble de l'Occident qui va s'effondrer parce que il est fondé sur un mensonge et sur l'exploitation éhontée des pays du tiers-monde, en fait. Alors, ça me permet aussi de poser, parce que là, on a vu effectivement quelque part une responsabilité de la France indirectement dans ce qui se passe, en tout cas une espèce d'hypocrisie qui se met en place, navire hôpital humanitaire, sous couvert d'humanitaire. Il y avait la question du casus belli, mais là, moi, ce que beaucoup d'auditeurs vous font remonter depuis un moment, c'est la question du Hamas dans cette histoire, parce que on oublie souvent, comme vous l'avez mentionné d'ailleurs dans un article, il me semble, récent, et ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que le Hamas n'était pas le seul groupe. Oui, bien sûr. Il y avait tout un tas d'autres factions palestiniennes, ce qu'on appelle ici la résistance palestinienne. Oui, ce qu'ils appellent eux-mêmes la résistance palestinienne. Voilà, tout à fait. Et donc, on a l'impression que les médias français centralisent uniquement sur le Hamas. Mais évidemment, Est-ce que vous pensez que c'est volontaire de leur part? Mais bien sûr, parce que le Hamas, c'est des méchants. Le Hamas a commis tellement de crimes qu'on peut rappeler tous leurs crimes pour ne pas avoir à parler de leurs exigences légitimes. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes un criminel que vous avez toujours raison. La résistance palestinienne qui a participé à cette opération, c'est à la fois le Hamas, le djihad islamique et le FPLP. Le FPLP, ce sont des marxistes. Le djihad islamique, ce sont des sunnites, mais ils sont pro-iraniens. Et le FPLP, le Hamas, leurs dirigeants, ce sont des frères musulmans. Donc à ce titre-là, ils ne cherchent pas à défendre la Palestine. Ils cherchent à instaurer un califat mondial. Donc c'est les ennemis de tous ceux qui ne pensent pas que moi. Moi, je suis un ennemi de Dieu pour eux. Voilà, bon, alors ils vont me... Quand j'étais en Syrie, il fallait me tuer parce que j'étais un ennemi de Dieu. Voilà. Bon. Le Hamas a participé en Syrie dans tous les années. Alors, le Hamas a participé à la guerre en Syrie avec Al-Qaïda, avec l'OTAN et avec le Mossad. Moi, j'habitais... C'est fort quand même d'entendre que le Hamas a participé aux côtés du Mossad. Oui, aux côtés du Mossad. J'habitais à 2-3 kilomètres d'une ville palestinienne, Yarmouk. Et un jour, le Hamas est arrivé avec des combattants d'Al-Qaïda pour assassiner dans cette ville les principaux ennemis de Dieu, à savoir les marxistes du FPLP. Et comme ils ne savaient pas où c'était, ils ne connaissaient pas cet endroit, ils étaient accompagnés par des officiers du Mossad qui leur ont dit « Non, ce n'est pas cette maison, c'est celle-là. Il est au 2e étage, là, vous devez le trouver. » Bon. Donc, accompagnés par le Mossad, ils ont été assassinés d'autres Palestiniens. Il y a eu une bataille, c'était terrible tout ça. C'est une information étonnante, en tout cas. Oui, ben à l'époque, ça a été publié. Ça devait être en 2012.
quelques mois plus tard. C'est important que nos auditeurs vraiment le sachent parce que ça peut, Oui, ça joue dans l'éveil de la population par rapport à la réinformation de tous ces événements qui finalement sont invisibles à nos yeux. oui, mais bon. Dans les mois précédents, il y a eu un débat au sein du Hamas entre ceux qui voulaient rester sur la ligne des frères musulmans et ceux qui disaient ben, on s'est trompé, c'est notre truc, ça marche pas et c'est débile. Donc, une partie du Hamas a choisi de se rallier à la résistance palestinienne. C'est cette partie du Hamas qui est la plus importante à Gaza. Parce que le Hamas est présent dans toute la diaspora palestinienne. Et il y a deux factions qui se sont distinguées. Ceux qui continuent à travailler dans l'optique des frères musulmans, avec Khaled Meshal au Qatar, et ceux qui ont rejoint la résistance palestinienne et qui ont été faire la paix avec Bachar el-Assad en Syrie, qui les a reçus. Mais il n'a pas reçu Khaled Meshal, il a reçu ceux-là. Ici, on ne distingue pas cette chose-là, bien sûr. De distinguer. Quand ils sont reçus en Iran, c'est important aussi de le distinguer. Oui. Et ils ont tous l'étiquette Hamas, mais c'est pas monolithique. C'est pas monolithique, voilà. C'est pas monolithique. Et de toute manière, quand vous êtes à Gaza, si vous voulez résister contre l'oppresseur israélien, vous n'avez pas beaucoup de choix. Hein. Donc, certaines personnes choisissent le Hamas. Ça ne veut pas dire qu'ils choisissent les frères palestiniens. Il faut être tout simplement pragmatique sur le moment voilà. et faire acte de résistance. Dans les otages israéliens qui ont été libérés, vous avez cette vieille dame qui est une militante pacifiste qui a expliqué que les gens du Hamas avaient été extrêmement prévenants avec elle. C'était pas du tout les bêtes monstrueuses. Porat, c'est bien ça, je crois que c'est je sais plus son nom. C'est pas du tout les bêtes monstrueuses que l'on a présentées. Que TF1 voilà. et LCI. Alors, le Hamas, c'est aussi ça, mais ça n'est pas que ça. Voilà. Comme quoi, c'est vrai que dans l'opinion publique en France, on a tendance à... Le Hamas est un seul groupe, que des barbares du temps de Mad Max. Enfin, on a l'impression d'être dans un film quand on nous décrit le Hamas, alors qu'effectivement, c'est plus complexe que ça. Et c'est beaucoup plus nuancé que ça, effectivement. Et du coup, on apprend récemment, avec des éléments qui commencent à arriver à charge, que l'armée israélienne aurait été impliquée dans des tirs croisés faisant des morts du côté des civils israéliens. Donc ça, c'est classique en Israël. Il y a une... je ne sais pas comment expliquer ça. C'est un vrai problème psychologique. Hein. Oui. Les sionistes révisionnistes sont persuadés d'être une élite à part. Donc, en 1986, le commandement de Tzahal pour l'armée au nord d'Israël a rédigé la directive Hannibal. Alors, il s'agit de dire que on ne doit jamais laisser un soldat devenir prisonnier de l'ennemi. Et qu'il vaut mieux tuer ce soldat que de le voir faire prisonnier. Quand vous voyez qu'il est capturé, vous devez le tuer avant qu'il ne devienne vraiment prisonnier. Voyez ? Au cours de la bataille, vous devez le tuer. Donc, cette directive a été rédigée par ce général et par deux autres personnes. L'une qui est devenue par la suite conseiller de sécurité nationale de Netanyahou, et l'autre, Gabi Ashkenazi, qui est devenu chef d'état-major et qui est aujourd'hui membre du cabinet de guerre. D'accord. Qui siège toujours. Il est au cabinet de guerre. Donc, ce texte il a été réécrit plusieurs fois. Il est
chaque fois, il est resté secret, mais il y a toujours des militaires qui étaient opposés, qui ont expliqué que ça existait. Donc, à un moment, il a été écrit qu'il fallait empêcher par tous les moyens cette chose-là. Donc, je sais plus, dans les années 2000, il y a eu une affaire à Gaza avec 3 soldats israéliens qui ont été enlevés. Finalement, il n'y en avait plus qu'un qui était enlevé. Et on a décidé d'appliquer cette directive. Donc de le tuer, pour qu'il ne puisse pas servir de monnaie d'échange. Et l'armée israélienne s'est mise à bombarder des civils. Elle a, pendant 4 heures, elle a fait des jets de bombes continus. Elle a tué 150 personnes, plus son propre soldat. Et réaction de la population israélienne par rapport à cela? Alors, à l'époque, il y a des militaires qui ont dit que c'était la folie, cette histoire-là, notamment le général Benny Gantz, qui lui aussi est aujourd'hui au cabinet de guerre. Donc, on prend les mêmes et on recommence, quoi. Ah oui, mais c'est-à-dire, aujourd'hui, il s'insulte dans le cabinet de guerre. Alors, Benny Gantz, c'est un personnage particulier parce qu'il a toujours défendu des positions très correctes, mais il a toujours une manière de le faire qui est celle d'un soldat bien élevé. Donc, il n'a pas dit qu'il était contre la... Et il dit jamais qu'il est contre. C'est subtil. Il dit que la décision prise est inapplicable. Ça veut dire qu'il est contre. Donc, il explique que la directive Hannibal, ça peut pas être fait correctement. Bref, tout ça. Parce qu'ici, dans les médias français, silence total sur cette doctrine-là. Non, alors, silence total. Il y a eu un rapport de la police israélienne il y a 2-3 jours, disant que dans le cas des attaques qui ont eu lieu dans un kibbutz à la frontière, il y avait eu l'application de cette directive et que une partie des morts israéliens avait été tués par l'armée israélienne. Parce que du coup, on n'est plus du tout dans le même narratif. On nous explique depuis le début que c'est 1400 innocents, alors que dedans, on sait maintenant qu'il y a plus de 375 militaires israéliens qui ont été tués dans les échanges aussi. Oui. Je veux dire, c'est quand même assez incroyable ce chiffre qui circule depuis le début, quoi. 1400, 1400. Et il y a beaucoup de gens qui ont été tués par l'armée israélienne. Et d'ailleurs, dans le film qui a été réalisé par les forces de défense israéliennes et qui était diffusé dans les parlements des différents États de l'OTAN, y compris ici en France, mais pas en Belgique. La Belgique est le seul État à avoir refusé. Dans ce film, alors moi je ne l'ai pas vu, mais des extraits ont été diffusés par Tsahal sur son site internet. Et dans ces extraits, vous voyez par exemple un moment, 3 personnes dans une voiture et tout est carbonisé, on ne peut même pas reconnaître les corps. Mais en fait, c'est un missile qui a carbonisé cette voiture, donc ce n'est pas le Hamas qui a tiré un missile comme ça. Hein. Le Hamas n'a pas cette possibilité. C'est un tir d'un hélicoptère israélien et c'est présenté comme des victimes du Hamas dans ce film. Donc peut-être, je ne sais pas pour la totalité du film ce que ça donne, mais évidemment, on entretient une confusion dans cette histoire. Parce que ce qui est dingue, par exemple, c'est cette histoire de projection dans un ensemble de parlements occidentaux, je crois que ça dépasse même le cadre de l'Europe. Aux États-Unis, de la population française, en tout cas des populations, pourquoi les populations n'ont pas accès à ces films-là? Non, parce que si on diffusait ça à une large échelle, tout le monde verrait que c'est du baratin. Parce que on représente comme quoi, pour notre bien, ce sont les propos de Meir Habib dans une folie d'un interview, le député Meir Habib. Voilà, c'est apparemment, il ne faut pas, parce que c'est très sensible. Au début, il y avait une bonne explication, on disait, c'est par respect pour les victimes.
Mais dans la mesure où ils ont mis un extrait sur le site officiel de Tsahal, il n'y a pas plus de respect pour les victimes de cet extrait que du film complet. Donc si le film complet était diffusé, chacun pourrait voir que certains des morts qui sont imputés au Hamas sont en fait ont été tués par l'armée israélienne. Parce que la version du Hamas, et ça serait ma dernière question, le Hamas communique via son responsable, Abu Obeida, c'est comme ça qu'il est surnommé. Et dans la version du Hamas, le Hamas ne visait principalement qu'une unité militaire qui s'appelait l'unité Gaza, donc qui était aux frontières de, c'est comme ça que c'est annoncé. Et donc c'était ça leur objectif, et de prendre quelques otages pour pouvoir échanger. Mais en aucun cas de tuer volontairement des civils. Ça, c'est ce qui est annoncé par le Hamas. Vous en pensez quoi? J'en pense que pourquoi il dirait... Est-ce que ça correspond avec la réalité ou de ce qu'on trouve en fait? Écoutez, il n'y a rien qui montre qu'ils aient tort. Moi, je ne vois pas ce qui permet de dire qu'ils mentent, cela. En tout cas, effectivement, il y a des choses qui sont claires. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez 375 Israéliens qui sont morts de tirs croisés, c'est bien que le Hamas avait aussi comme volonté de s'en prendre à une unité armée. Et si on nous dit... Non, mais ils ont pris cette unité armée. Oui, tout à fait. Et si on nous dit qu'il y a des tirs croisés de l'armée israélienne, c'est bien que l'armée israélienne était impliquée dans les échanges avec le Hamas. Enfin, c'est ça que je veux dire. Oui, mais alors il faut savoir que ces tirs n'ont commencé qu'à 11h le matin, alors que l'opération a commencé à 6h30. Donc, si vous voulez, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur la manière dont ça s'est passé. Tous les dirigeants des services de sécurité israéliens étaient convoqués à une réunion à 8h le matin. Mais la riposte n'a commencé qu'à 11h30. Cette réunion était prévue à l'avance? Non, c'est le Shin Bet qui l'avait convoqué après avoir reçu le second rapport de la CIA. Le jour même de l'attaque? Ils l'ont convoqué la veille, mais ça avait lieu le jour même. Ouais. Le jour même à 8h du matin, c'est-à-dire au moment où on donnait l'alerte. Mais comme tout le monde était dans cette réunion, alors je ne sais pas qui a fermé la porte à clé, mais personne n'a pu réagir. Ça questionne. Oui, la responsabilité de M. Netanyahou est très douteuse. Ça questionne. Bien écoutez, Thierry Besson, nous arrivons à la fin de cet entretien, après cette longue rétrospective. On termine par cette conclusion. D'après vous, quelles sont les perspectives de ce conflit en fait? Vers quoi on va finalement? Est-ce qu'on va vers un apaisement de la situation, avec un pourparler de paix entre les différents belligérants, ou bien c'est quelque chose qui va s'éterniser? On n'a pas parlé de la Cisjordanie, mais... Non, mais soit on arrive tout de suite, dans les prochaines semaines, à proclamer un État palestinien, soit l'Occident s'effondre. Oui, vous pensez vraiment que là, c'est le tournant de l'Occident qui se joue à Gaza? L'avenir des institutions internationales se joue aujourd'hui. Et ne pensez pas que le reste du monde va accepter ça. Soit on crée un État palestinien, soit les États-Unis continueront à jouer tout seuls. Et nous avec eux, sur le radeau qui coule. Donc le monde multipolaire, les BRICS, c'est ce que quelque part on espère tous. Enfin, oui, mais en tout cas, attention. L'expression monde multipolaire induit en erreur, parce que les gens pensent le monde unipolaire, c'est d'accord, c'est les États-Unis. Multipolaire, ça va être les États-Unis, la Russie et la Chine. Non, c'est pas du tout ça dont il s'agit. Il s'agit de restaurer le droit international, celui qu'on a violé le lendemain. C'est important de faire la distinction. Le lendemain de l'adhésion d'Israël à l'ONU. C'est-à-dire, vous savez, les anglo-saxons, pendant la guerre mondiale, au moment de la charte de l'Atlantique, Roosevelt et Churchill avaient imaginé qu'à eux deux, ils gouverneraient le monde. Quand ils ont imaginé l'ONU, c'était une gouvernance de ces deux États. C'est ça qui a été conclu lors de la signature de la charte de l'Atlantique, avant l'entrée en guerre des États-Unis. C'est donc le monde anglo-saxon qui joue sa survie, quelque part. Qui joue sa domination sur le monde. En tout cas. Donc les Soviétiques ont obtenu
que l'ONU était des statuts différents. Mais vous savez, les États-Unis et le Royaume-Uni n'ont pas joué le jeu dès le début, puisqu'ils ont... C'est quand même incroyable. C'est que juste après l'adhésion d'Israël à l'ONU, vous avez la Nakba et vous avez l'assassinat de l'envoyé spécial de l'ONU, le comte Folke Bernadotte. Et quand Folke Bernadotte est assassiné par les sionistes révisionnistes, l'assassin va passer 15 jours en prison et va devenir le garde du corps de Ben Gourion. Donc tous ces gens-là étaient tout à fait d'accord entre eux. Donc en fait, les assassins sont réhabilités, perdurent dans le temps politique. Donc si vous voulez, ces gens-là, depuis 75 ans, violent le droit international. Et tout ce que nous faisons, quand nous disons que nous défendons un monde fondé sur les règles, c'est nous défendons des crimes en permanence. Nous sommes contre le droit international. Toutes les sanctions que nous prenons avec l'Union européenne ou directement ou avec les États-Unis, c'est illégal ce que nous prenons. Seules les sanctions du Conseil de sécurité sont légales. Il y en a très très peu qui sont légales. Tout ce que nous avons fait en Syrie, c'était totalement illégal. Ce que nous avons fait, la manière dont nous avons attaqué la Libye, c'était illégal. C'est vrai qu'on n'est pas revenu sur le passage libyen, mais il y aura beaucoup de choses à dire. Donc, si vous voulez, cette période-là, elle est terminée. Donc, soit on commence à appliquer le droit international, soit on sera abandonné par le reste du monde. Vous savez, on s'est cru très malin en disant qu'on allait isoler la Russie. Aujourd'hui, la Russie a plus de relations que nous n'en avons. Voilà. C'est la France qui se retrouve isolée avec l'Europe, avec l'Union européenne, en fait. Notre service de relations publiques commence à se restreindre. Et si nous continuons, ça va se restreindre brutalement. Et ça, c'est vrai peut-être ça ferait l'objet d'une autre émission, mais il y a quelque chose qui m'a toujours intéressé, c'est l'arrivée des néoconservateurs en France. En tout cas, l'influence des Straussiens en France, qui a changé la donne, puisqu'on est passé d'une doctrine gaulliste, d'une solution à deux États, à une position totalement inféodée à Israël et aux États-Unis. Voilà, il y a des explications effectivement à avoir par rapport à cela. Ça fera lieu. Je pense... On va arrêter là, mais juste pour vous dire qu'il y a des diplomates français qui reçoivent dans leur bureau, avec derrière eux un diplôme qu'ils ont reçu du département d'État des États-Unis. Moi, je pense que quand on en est là... C'est très explicite. Voilà. C'est très explicite. Merci Thierry Messant en tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. Et puis on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.